qui vous pique pour que vous réfléchissiez, qui vous donne la possibilité de réfléchir, d'interroger votre esprit. C'est ça une question philosophique. Les interlocuteurs de Socrate ne me démentiront pas, les interlocuteurs de Socrate, à qui Socrate posait des questions, qui semblaient en apparence des questions toutes simples, des questions faciles à répondre. C'est ce qui est arrivé à Hippias, majeur, Hippias. Socrate lui dit, mais Hippias, qu'est-ce que le beau? Hippias lui dit, mais Socrate, tu te fous de moi? Moi, Hippias, grand sophiste, qui a fréquenté les plus grandes écoles de la sophistique, vous me posez cette question très simple-là? Non, je vous en prie, Socrate, sois sérieux. Posez-moi une question beaucoup plus corsée. Socrate lui dit, mais Hippias, répondez à la question. Répondez à la question. Hippias commence à faire, à donner des séries de beautés, des types de beauté. Une jument, elle est belle. Une jeune fille vierge est belle. Une fleur, elle est belle. Commence à faire à défiler des Socrate lui dit, mais attention, Hippias, vous n'avez pas répondu à ma question. Ah bon? Oui, vous n'avez pas répondu à ma question. Moi, je vous ai posé la question, qu'est-ce que le beau? Vous avez posé la question, qu'est-ce qui est beau? Je ne vous ai pas demandé qu'est-ce qui est beau, mais qu'est-ce que le beau? Qu'est-ce qui fait que toutes ces beautés particulières que vous m'avez citées, qu'est-ce qui fait leur beauté? Qu'est-ce qui fait que toutes ces choses belles sont belles? Ah, la question là devient, aux yeux de Hippias, beaucoup plus sérieuse et beaucoup plus corse. Il commence à comprendre que ça demande donc une autre réflexion. C'est ça une question pertinente. Menon, à qui on avait posé la question, Menon, à qui... Oui, ça marche pas. Menon, à qui on avait posé la question, Menon aussi est passé par là, pour vous dire qu'une question pertinente, comment elle fait et comment elle aide à réfléchir. Dans le deuxième acte du Menon a voulu abandonner le dialogue avec Socrate, en disant que Socrate, je ne peux plus parler, je ne peux plus penser. Je suis engourdi de langue et d'esprit. Vous m'avez assailli tellement de questions que je suis parvenu à avoir des mots de tête. Arrêtons la conversation, arrêtons le dialogue, je ne peux plus continuer. Mais Socrate lui dit, non, attention maintenant, vous n'allez pas abandonner le débat comme ça. C'est vous qui avez ouvert les hostilités. C'est vous qui m'avez posé la question. C'est vous qui m'avez attaqué. J'ai riposté, vous voulez reculer, vous voulez abandonner. Non, vous n'allez pas abandonner, ce serait trop facile pour vous. Parce que dans un combat, à force inégale, il est plus dangereux pour le plus faible de donner le premier coup. Et malheureusement, le plus faible donne toujours le premier coup. Si dans un combat entre Yahou Dial et Bombardier, Yahou Dial il est le plus petit, le plus faible. Mais souvent le plus faible et le plus petit est très dégreffé. Dès que l'arbitre siffle le début du combat, c'est Yahou Dial qui va attaquer. Mais quand il attaque, il viendra de signer son certificat de décès. Parce que dès lors que Bombardier ripostera, il suffit juste qu'il lui donne un coup, pour que le cercueil soit préparé. C'est ce qui est arrivé entre Socrate et Menon. C'est Menon qui a ouvert les hostilités, c'est Menon qui a dit à Socrate, mais Socrate, est-ce que la vertu s'enseigne? Socrate lui dit, mais avant que vous me disiez si la vertu s'enseigne ou si elle ne s'enseigne pas, mais cherchons d'abord à savoir ce que c'est que la vertu. C'est pourquoi en philosophie, chers élèves, quand on vous donne un sujet ou une question, la première chose à faire, c'est de donner le sens des mots. Là, un problème de définition. Il faut définir les concepts, définir les mots. Avant de dire quoi que ce soit, définissez d'abord les mots. Socrate a appris ça. Avant que vous... Ça, donc, l'idée commence à être beaucoup plus complexe. On part du plus simple au plus complexe. C'est pas moi qui le dis, hein. C'est Descartes qui me l'a enseigné. Descartes dit que quand on fait une pensée philosophique, il faut conduire la pensée par ordre. Il faut conduire par ordre la pensée, comme par degré, en commençant par les choses les plus simples jusqu'aux choses les plus complexes. Bref, je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc le questionnement, il est important. Le doute. Mais on ne peut pas philosopher sans douter. Mais on peut douter sans philosopher. On ne peut pas philosopher sans douter, mais on peut douter. Mais on peut douter sans philosopher. Et quand on voit le philosophe, pourquoi le philosophe est obligé de critiquer? Parce que le philosophe est obligé de faire appel au doute.
quand il critique. Le professeur vous a déjà défini le doute. Et vous a parlé aussi sans doute du philosophe du doute par excellence. Il y a doute et doute. Il y a douter et douter. Et que quand on doute en philosophie, le doute c'est quoi? Le doute c'est, je le définis souvent comme un état, un moment d'incertitude que traverse l'esprit. C'est un moment d'incertitude que traverse l'esprit. L'esprit est installé dans une sorte d'inquiétude, dans une sorte de trouble, de bouleversement. Et pendant lequel bouleversement, l'esprit est obligé d'attendre, d'émettre quelques réserves, d'attendre en attendant que les choses soient claires, de différer le jugement, de différer l'acte, de différer la décision. Parce que quand on doute, on n'a pas encore décidé. Mais quand on doute aussi, ce n'est pas parce qu'on va décider, on ne va pas décider. Quand on doute, ce n'est pas parce qu'on n'a pas, c'est parce qu'on n'a pas encore décidé, mais ce n'est pas parce qu'aussi on ne va jamais décider. Non, non. Le doute, ce n'est pas le fait de ne jamais décider. On va décider. Mais on ne va pas se précipiter en décidant. Entre la prise de décision, entre la réflexion et la prise de décision, il faut que le doute soit là. C'est pourquoi Yves Bastarache et Claude Paris ont écrit dans un texte commun où ils disent que le doute correspond à une incertitude de l'esprit. Quand je doute, je n'arrive pas à me prononcer. Le doute, dans le doute, il faut s'abstenir, ne serait-ce que de façon provisoire, en attendant que les choses soient plus claires. Et dès que les choses commencent à se clarifier maintenant, je commence à suspendre le doute. Le doute doit prendre fin normalement. Si on doute, on continue de douter, on tombe dans le scepticisme. Ce sera un doute sceptique. Parce que normalement, le doute doit prendre fin. Parce que si je doute pour quelque chose, dès lors que j'obtiens la chose pour laquelle j'ai douté, je dois normalement arrêter de douter. Et c'est ce qui est arrivé à Descartes. Lorsqu'il a douté de tout, lorsqu'il a fait table rase de tout, il a fini par découvrir une certitude indubitable, une certitude irréfragable. Et il a arrêté de douter. Contrairement aux sceptiques qui ont continué de douter. Donc, parce que là, on doute parce qu'on n'a pas envie de découvrir la vérité. On doute parce que j'ai le plaisir de douter. Je doute parce que je veux montrer que mon esprit est fort. Je peux douter parce que je ne mets pas mon esprit dans la possibilité de trouver la vérité. Donc, je continue toujours de douter. J'ai plaisir lorsque je fais cette jonglerie. Je joue avec le doute. Parce que mon esprit est fort. Parce qu'il est capable de défendre le pour et le contre. Défendre une thèse et une antithèse. Elle a cette capacité de jouer, de jongler. Donc ce n'est pas la peine que je le mette dans la posture de découvrir la vérité. C'est pourquoi le doute sceptique est différent du doute méthodique. Je précise que le doute sceptique est un doute philosophique. Je le précise. Le doute sceptique est un doute philosophique. Parce que dans l'histoire de la philosophie, les sceptiques étaient des philosophes. Il y a une école qui s'appelle l'école du scepticisme. Contrairement effectivement à ce qui se dit souvent. Le doute sceptique est un doute philosophique. Mais c'est un doute philosophique qui a une certaine conception. Qui pense que je doute parce que la vérité n'existe pas, donc je ne peux pas la découvrir. Je doute parce que mon esprit est faible devant la vérité. Voilà les deux versants du scepticisme. La vérité n'existe pas, ce n'est pas la peine de la chercher. L'autre versant, c'est quoi? Si même la vérité existait, l'esprit humain, mon esprit serait impuissant pour l'appréhender. Donc, le philosophe est obligé de douter. C'est pourquoi, comment le philosophe critique, le doute, le questionnement sont des éléments dont que le philosophe a en Bandou
à en bandoulière, bien sûr. Dernière chose, et je pense que je vais clore sur ça en attendant parce que je ne peux pas trop effectivement prendre la parole, et vous redonner le micro. C'est pourquoi, quelle est la finalité de la critique en philosophie? Quelle est la finalité de la critique en philosophie? Quelle est sa finalité? J'ai quelque part effleuré cette question dans ce que j'ai dit tout à l'heure. Vous savez, en philosophie, on ne critique pas pour critiquer. Et c'est là où il faut distinguer l'esprit critique de l'esprit de critique. L'esprit de critique est un esprit faible, impuissant. En philosophie, dès lors qu'on critique, qu'est-ce qu'on vise? Quelle est la finalité? Quel est l'objectif? Je rappelle que la philosophie, elle n'est pas née pour avoir de l'argent, elle n'est pas née pour la richesse, elle n'est pas née pour le succès, elle n'est pas née pour la gloire, elle n'est pas née pour le buzz. Elle n'est pas née pour que le philosophe soit décoré, honoré. Elle n'est pas née pour que le philosophe se voit recevoir des médailles ou des cadeaux emballés dans un papier de couleur rose. On ne philosophe pas pour ça. Même si Aristote avait fait de la philosophie un luxe, parce que la philosophie, elle n'est pas là pour ça. Le philosophe n'est pas un chanteur, ce n'est pas un artiste, ce n'est pas un homme de la foire. Ce n'est pas quelqu'un qui a besoin d'être applaudi. Il est vrai, cependant, comme le dit André Comte Sponville, aujourd'hui, la philosophie a ses enseignants, a ses professionnels. Aujourd'hui, la philosophie est un métier. Moi qui vous parle, je suis professeur de philosophie, chaque fin de mois, on me paie pour ça. Il est vrai que la philosophie a ses professionnels. La philosophie est devenue une spécialité. Il faut aller à l'université pour savoir ça. Il est vrai que la philosophie aujourd'hui est un métier, une profession. Nous sommes des hommes de métier. Mais, malgré tout ça, la réflexion philosophique est subordonnée à quelque chose d'essentiel. Il est vrai qu'aujourd'hui, on a des philosophes alimentaires. Il est vrai qu'aujourd'hui, on fait de la philosophie pour autre chose. Mais ce pourquoi on fait de la philosophie, c'est une seule chose. C'est la vérité. C'est le savoir. Et quand on cherche la vérité, c'est pour ne pas avoir l'illusion. C'est pour ne pas avoir le mensonge. Quand on cherche la vérité, c'est parce qu'on veut se débarrasser du contraire de la vérité. Parce que l'esprit, il est fait pour la vérité. Quand on cherche de savoir, c'est qu'on veut vaincre l'ignorance. On veut vaincre l'ignorance. On ne philosophe que pour le savoir. Même si aujourd'hui où nous parlons maintenant, les choses ont changé. Le savoir a un prix. Le savoir sert à quelque chose. Le savoir, il est payé. On se nourrit de notre propre savoir. Je dirais que c'est peut-être les temps qui ont changé. Mais si on retourne à l'orthodoxie de la pensée philosophique, la philosophie est étymologiquement amour de vérité et amour de certitude. Donc quand on critique, le seul souci qu'on a, c'est d'aller vers le savoir, d'aller vers la vérité. C'est le seul souci du philosophe. On critique pour une seule chose, pour la vérité. Parce que l'esprit est fait pour la vérité.
Parce que ce que nous avons de plus essentiel, c'est l'esprit. C'est l'esprit qui est plus essentiel. Chez l'homme, quand l'homme est double, l'homme est d'abord corps et esprit. Mais ce que nous savons, ce que nous sommes le plus, et ce que nous avons de plus essentiel, c'est l'esprit. Et qu'est-ce qui nourrit l'esprit? Mais c'est la vérité, c'est le savoir. Et normalement, même si on ne nous paie absolument rien, ce qui n'est plus en vogue au moment où je parle, parce que les temps ont changé, les gens ont changé. Parce que Aristote qui défend l'idée que la philosophie est désintéressée, est une activité désintéressée. Désintéressée. On ne philosophe que pour aucun intérêt utilitaire, aucun intérêt étranger à la philosophie elle-même. Aristote qui disait ça, mais c'est parce qu'à cette époque, les philosophes n'avaient aucun souci existentiel. Les philosophes n'avaient aucun souci existentiel. Il n'y avait aucun problème. Ils étaient des gens, la philosophie était affaire d'aristocrates, de riches, de bourgeois, et qu'on philosophie juste pour se divertir, pour passer du temps, parce qu'on a tout ce dont on a besoin. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on a tout ce dont on a besoin? Vous avez le salaire, peut-être avant le 15, les poches commencent à se trouver. Les conditions dans lesquelles des familles élastiques, où une seule personne travaille sans doute dans la famille. À la fin du mois, même avant ça, à la fin du mois, on commence à frapper à la porte. Vous me faites de nanga ma wari. Vous faites orange money bi ma la waxoon de. Wave ma. Te yow kenn du la wave. Yow yaay wéevaate rek. Quand vous êtes dans cette situation, même si vous êtes philosophe, même si vous êtes intéressé, voilà son prix. Et pour que les élèves comprennent ce que je veux dire, c'est que la philosophie, elle est là que pour le savoir. En tout cas, elle doit être là que pour le savoir. Que pour le savoir. Je dis, les temps ont changé. À l'époque, l'art c'était de l'art pour l'art. À l'époque. On faisait de l'art pour le beau. Rien que pour le beau. Tout ce qui est utile, il n'y a de vraiment beau que ce qui ne sert à, disait Théophile Gautier, le chef de ville des Parnassiens. On faisait de l'art pour l'art. Mais vous savez qu'aujourd'hui, ce culte de l'art pour l'art là est complètement rangé dans les tiroirs. L'art doit nourrir son homme. L'art doit nourrir son homme. On ne fait pas de l'art gratuitement, l'art gratuit. Parce que l'art est devenu une industrie. L'art est devenu une... Ousmane Sow, le défunt sculpteur, parce qu'on a besoin de faire des expositions, on a besoin d'avoir du succès, d'être connu partout dans le monde, de voyager, d'avoir un succès et d'avoir de l'argent. Mais on fait de la philosophie pour le savoir et pour la connaissance. Vous me direz que la connaissance, c'est pas... On ne mange pas la connaissance. C'est vrai, le corps ne mange pas la connaissance. C'est vrai. Le corps, il mange du tchèp, du fondé, du lard, tout ça. C'est vrai. Mais, je disais tout à l'heure que ce que nous avons de plus essentiel, c'est notre esprit. Donc l'esprit, il faut le nourrir. Et qu'est-ce qui le nourrit? C'est la connaissance. C'est le savoir. Parce que nous avons plus essentiel. C'est ce que dit Descartes. Les hommes dont la principale partie est l'esprit devraient employer leurs principaux soins à la recherche de la sagesse qui en est la vraie nourriture. La vraie nourriture de notre esprit, c'est la connaissance, c'est la sagesse. Donc cherchons la sagesse. Et la philosophie est l'amour de sagesse. Donc, on philosophe, on critique juste pour le savoir, juste pour la sagesse. Et dès lors qu'on a la sagesse, on saura que la sagesse est beaucoup plus appétissante que l'ignorance. Que la vérité est beaucoup plus bonne que l'illusion. Que le vrai est beaucoup plus bon que le mensonge. Parce que l'esprit est fait pour la connaissance. Il n'est pas fait pour le mensonge. L'esprit est fait pour le bien, il n'est pas fait pour le mal. Je pense que c'est ce qui fait que le philosophe, à chaque fois que vous le voyez, il est obstiné
à savoir quelque chose. Dès lors qu'il ne sait pas, il se pose des questions. Dès lors que le savoir n'est pas là, il doute. Dès lors que le savoir n'est pas là, il prend du recul. Dès lors que les choses ne sont pas claires, il s'abstient. Il attend. Il ne veut pas se prononcer. Il préfère suspendre sa prononciation ou son prononcement jusqu'à nouvel ordre. Voilà en gros ce qui fait que quand on philosophe, le seul but visé, c'est effectivement le savoir et la connaissance. Si ce n'est ni connaissance ni savoir, je ne pense pas qu'on philosopherait. Donc, le savoir, il est essentiel. Et la finalité subordonnée à la réflexion critique qu'est la philosophie, c'est d'aller vers le savoir. Rien que le savoir, seulement et toujours pour le savoir. Je préfère pour le moment m'arrêter là en attendant de revenir sur l'autre partie. Merci. Merci beaucoup, M. Fall. J'espère que vous qui êtes là devant l'éminent professeur, ce qu'il vient de vous livrer, donc vraiment vous sera très utile. Voilà, moi j'ai eu à noter quelque chose par rapport à ce qu'il vient de dire. Parce que tout à l'heure, je vous ai rappelé que c'était mon professeur de philosophie. Donc, il m'a poussé même à aimer la philosophie. Bien vrai qu'à l'université, j'étais dans le département de lettres modernes, mais jusqu'à présent, j'ai fait des révisions par rapport à ce qu'il m'avait enseigné. Donc, sous son contrôle, je vais essayer donc de faire une petite synthèse, même si ce sera très difficile, donc de parler de la philosophie devant un philosophe, alors que je suis un apprenti de la philosophie. Donc certainement, donc je pourrais parler des choses qui ne seront pas en rapport avec la philosophie. Donc la philosophie, comme il l'a si bien dit, c'est la critique. Donc depuis sa naissance, nous tous nous savons que la philosophie rime avec la critique. Pourquoi la critique? Parce qu'on critique pour chercher ou bien pour rechercher la vérité. C'est pourquoi la philosophie va de pair avec la critique, mais aussi avec le doute. Donc, c'est pourquoi, dans le domaine 1, sur le questionnement de la philosophie, on nous a enseigné que philosopher, c'est rechercher l'essentiel inaperçu. Donc, et les questions, donc, voilà, c'était un sujet de bac. On recherche l'essentiel inaperçu. Et on ne doit pas s'arrêter lorsqu'on n'a pas possédé ce que nous recherchons. Et ce n'est pas facile maintenant de posséder. C'est pourquoi on nous dit que les questions sont beaucoup plus essentielles que les réponses. Parce que chaque réponse émane d'une autre question. Naturellement, c'est la philosophie. Donc, c'est ça l'esprit critique de la philosophie. Elle est critique. Pourquoi? Parce que la philosophie donc, a un regard critique sur toutes les formes de savoir. C'est pourquoi on dit que c'est le savoir par excellence, la philosophie. Parce que toutes les formes de savoir sont placées sous sa tutelle. C'est lui qui me l'avait enseigné. Donc, elle a un regard critique sur toutes les formes de savoir. Elle interroge donc toutes les activités. Donc, dans le but de rechercher la vérité. Donc, ce qui n'est pas valable dans les sciences, mais aussi dans la religion. Parce qu'en science, on dit que ce sont des matières exactes. 1 plus 1 égale 2, tout le monde est tombé d'accord. Alors que dans la philosophie, donc les philosophes ne sont pas d'accord, même sur la définition. D'où la naissance même de la pluralité des systèmes philosophiques. Parce qu'on nous a enseigné que la pluralité des systèmes philosophiques fait la fécondité même de la philosophie. C'est ce qui fait que la philosophie donc, est intéressante.
Parce que les philosophes ne sont pas d'accord sur même la définition. C'est ça maintenant l'importance de la philosophie. Donc il y a aussi un philosophe qui disait que aucun philosophe ne peut mettre fin à la philosophie, bien que ce soit le secret de toute philosophe. Donc cela veut dire que dans la philosophie, c'est l'idée de la contradiction. Même l'élève, il contredit son enseignant. Parce que c'est la philosophie maintenant qui fonctionne ainsi. Vous avez enseigné quelqu'un la philosophie, quelques années après, maintenant il viendra. Donc, c'est pourquoi on disait que le philosophe est celui qui tue son père. C'est celui qui tue son père. C'est-à-dire qu'il a les idées contraires ou bien les idées contradictoires par rapport à son enseignant. Mais la finalité, c'est la quête du savoir. Parce que l'homme, c'est le corps et l'esprit. Et l'âme aussi a besoin de se nourrir. Et cette nourriture n'est rien d'autre que le savoir. C'est pourquoi quelqu'un disait que le savoir est la quintessence de l'être humain. Car il se nourrit spirituellement avec ses connaissances. Lorsque l'être humain n'a pas de connaissances, on dit que son âme ne se nourrit pas. Parce que la nourriture de l'âme, c'est le savoir. Donc, je pense que c'est ce que j'avais à ajouter par rapport à ce que j'avais appris en 2010 avec l'éminent Chefal sur la question critique de la philosophie. Parce que la philosophie, va de pair avec la critique, mais aussi avec le doute. Donc, tout à l'heure, il avait dit aussi que c'est maintenant, c'est le culte de la critique. Lorsque maintenant, vous ne commencez pas à mettre le doute, vous ne commencez pas à critiquer avant de croire, vous n'êtes pas des philosophes. Parce que la philosophie, nous met dans cet état d'esprit. On commence à douter. C'est pourquoi dans nos maisons, des fois les gens nous marginalisent. Pourquoi? Parce que nous avons cette réflexion philosophique. On commence à douter de tout. Comme le disait Descartes, celui qui veut connaître la vérité doit toujours commencer par douter de tout. Donc on commence par douter de tout. Mais le doute doit être radical et non hyperbolique. C'est-à-dire douter pour rechercher la vérité. Voilà. Donc, en gros, c'était ça que je voudrais ajouter. Et je sais que je ne peux pas parler de la philosophie, donc sous la présence du grand philosophe qui est là. Et tout ce que j'ai eu à dire, c'est en 2010 qu'il m'avait enseigné ça. Donc, j'étais obligé quand même vraiment de lui rendre un grand hommage. Maintenant, par rapport à cette partie, donc, voilà, si vous voulez poser des questions, la liste est ouverte. Donc, vous pouvez poser des questions en attendant. Donc, il va répondre. Et si toutes les questions sont répondues ou bien sont prises en charge, donc nous allons attaquer l'autre partie maintenant de cette synthèse-là. Merci beaucoup. Maintenant, je ne sais pas comment on va procéder par rapport. Donc, voilà, donc si vous voulez, on vous donne le micro. Donc, pour celui qui s'intéresse à poser une question, donc vous pouvez. Voilà, de même que l'assistant aussi, qui sont là. Commencez par eux. Parce qu'il y a des philosophes parmi nous. Commencez par eux d'abord. Merci beaucoup, principalement le proviseur. Nous sommes vraiment contents aujourd'hui d'être parmi vous. Donc, assister à cette auguste assemblée
avec cet éminent professeur qui nous a régalé, si je peux le dire ainsi. L'exposé, en tout cas, a tenu ses promesses et nous vous en remercions. Donc moi j'avais une petite question donc, par rapport à la philosophie. Et je pense que je vais d'abord corroborer avec mon ami Cheikh qui a dit tantôt que lui aussi est un élève philosophe. Moi, je ne suis même pas à ce stade. Donc, par rapport à l'exposé, d'abord, comme l'a si bien dit M. Fall, la philosophie, c'est d'abord l'esprit critique. Et dans l'exposé, on pourrait bien entendre quand il parlait plutôt du philosophe, donc de la posture du philosophe par rapport au savoir. Mais ce qui m'a un peu fractionné peut-être, c'est quand il a abordé à titre exemplaire la philosophie de l'entreprise. Et lui, Jérôme, en tant que défenseur donc, des entreprises et qui a sa philosophie, va aussi se dire que moi, je me suis attaqué. Bon, ce n'est pas une histoire de Platon et de Ménon, mais la philosophie de l'entreprise, comme nous aimons le dire, pour nous est une réalité. Je m'explique. Si on prend les deux termes, philosophie, entreprise, donc ça peut sembler être un oxymore, c'est-à-dire deux termes qui sont en quelque sorte contradictoires. Mais en effet, quel lien peut-il bien y avoir entre cette discipline, comme la philosophie, qui passe pour être abstraite, théorique, donc sans souci de la vie pratique, à une entreprise qui est essentiellement orientée vers la résolution des problèmes pratiques. Ça, c'est la première question. Quel lien, donc, entre une discipline soucieuse de la richesse, désintéressée de la vérité, et une entité qui vise essentiellement ses intérêts matériels? Donc ça, c'est une reformulation de la question. Donc la question a été posée parce que si on remonte un peu dans l'histoire, bien vrai qu'on a oublié un peu des cours de terminale, l'expression philosophie d'entreprise, comme l'a montré des philosophes comme Pierre Arrow, selon qui la philosophie antique s'intéressait foncièrement donc à la vie pratique. Les platoniciens, les stoïciens que vous venez de citer, même les cyniques ou les sceptiques, bref, donc les grandes familles de la pensée philosophique de l'Antiquité, portaient l'idée pourtant que la philosophie est bien plus qu'un simple jeu intellectuel, donc destiné à exercer des facultés cognitives. Il défendait l'idée selon laquelle la philosophie, en passant le monde, donc la réalité, l'homme, devrait aussi aider à vivre. Et ça, donc, revenait donc, à la notion particulière de l'entreprise.
Donc, pour récapituler, en quoi consiste donc le fait de travailler sur une philosophie d'entreprise? Concevoir une philosophie d'entreprise, pour nous, consistait à travailler sur des croyances fondamentales en visant à répondre donc, à un ensemble de questionnements dont la vision, c'est-à-dire la vision globale, la vision du monde si on veut, dans quel monde vivons-nous, dans quel monde évolue l'entreprise. Le deuxième fondement, c'est la mission, qui est aussi philosophique. Quelle finalité l'entreprise peut-elle se donner dans ce monde? Que devons-nous faire? Chers partenaires du mouvement ATCC, donc je tenais encore une fois à remercier le conférencier. Je pense que la conférence a été bien faite. Ça a été bien vraiment fait dans les règles de l'art. Donc je tenais réellement à le remercier et surtout à dire au mouvement qu'il faudrait que le partenariat vraiment puisse survivre après la conférence. Que vous puissiez venir à tout moment, n'est-ce pas, pour un peu rehausser le niveau de nos élèves, parce qu'ils en ont besoin. Ce n'est pas tous les jours qu'on organise des conférences de philo, mais encore une fois, je vous remercie pour tout ce que vous faites pour l'école, parce que c'est encore une fois pas la première fois que vous intervenez dans ce lycée. Donc, je suis un peu tenu par des obligations professionnelles. Donc, je serai obligé de vous quitter. Mais je tenais encore une fois à dire que l'école, c'est votre école. Nos élèves, ce sont vos petits frères et petites sœurs. Et certains, c'est vos enfants. Donc, tout ce que vous pouvez faire pour rehausser le niveau de nos élèves, nous sommes toujours preneurs. Donc, monsieur le conférencier, vraiment, on vous remercie. L'exposé a été très pertinent, les questionnements très pertinents, et j'espère que nos élèves prendront le mieux, le meilleur pour être fin prêt le jour de l'examen. Vraiment, je vous remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Mais là, j'étais venu pour peut-être représenter ATTC, mais je ne savais pas que je suis venu pour être élève. Parce que j'ai eu ou bien la chance ou bien la malchance de ne faire qu'une seule année de philosophie qui est la classe de terminale. Mais après avoir écouté monsieur, je dis tiens, de par ma mission de formateur, d'enseignant, de leader, je dis tiens, comme l'a dit monsieur Fall, je ne savais rien du tout. Et là, il y a beaucoup de questions, mais je pense que ce sont des questions, peut-être ça sera entre... Donc pour un discours, je dis à mon coordinateur, je pense que pour nous, en tant que leader, il faut prévoir de rencontrer M. Fall et même, je pense que d'organiser un atelier pour nous, leaders, sur la philosophie. Parce que là, je dis, M. Fall, en se posant, peut-être pour ne pas, donc, pour nous permettre de gagner du temps, parce que je dis, j'avais un rendez-vous à 13h, mais je suis obligé de rester pour apprendre encore. Parce que comme la philosophie, c'est la rencontre avec le savoir, la connaissance, et comme nous avons un peu de boulimie de savoir, de connaissance, à qui cette connaissance que nous devons transmettre, je pense que je suis obligé de rester. Et peut-être les gens qui doivent, voilà, donc à qui je devais rencontrer, devraient attendre. Donc, beaucoup de questions, mais je vais synthétiser au fait. Donc, la première question, M. Fall disait que récitation électrique, récitation dynamique, mais surtout retour de la pensée sur lui-même. Et en tant que scientifique, il a fait allusion au miroir. Mais moi je dis en tant que leader, en tant que personne de ce monde où il y a beaucoup de questionnements,
Le miroir, c'est le reflet de soi-même. Est-ce que philosopher, c'est dire ce qu'on pense, c'est d'être égocentrique, de penser, donc de réciter, ou bien de convaincre les autres? Est-ce que aussi philosopher, c'est influencer? Parce que pourquoi je dis influencer? Aujourd'hui, dans le monde de l'entreprise, dans le monde du développement personnel, on parle beaucoup d'influenceurs. Et souvent, je refuse ce mot. Je dis que est-ce que nous jeunes, nous leaders, moi enfant, est-ce que je dois suivre l'influenceur ou bien je dois suivre le provocateur? Et là, je dis le provocateur pour moi, c'est celui qui me permet d'être critique sans avoir fait la philosophie. Je fais la comparaison entre influenceur et provocateur. L'influenceur, c'est celui qui va vous dire prends cette boisson. L'influenceur, c'est celui qui va dire donc prends ça, suis ce leader, suis cette personne. Le provocateur, c'est celui qui va vous permettre de vous poser des questions. Mais aujourd'hui, dans le monde de l'économie, comme l'a dit Madiao, on suit les influenceurs, on cherche à être influenceur. Est-ce que les jeunes d'aujourd'hui, l'influence par les TIC, l'influence par Facebook, l'influence par les réseaux sociaux, est-ce qu'ils ont les outils aujourd'hui pour suivre l'influenceur ou le provocateur? Et pour vous, entre influenceur et provocateur, est-ce qu'il y a un lien entre le provocateur et le philosophe? L'autre question, c'est la limite entre la discipline, le suivisme et critiquer. Aujourd'hui, il y a beaucoup de questions qui sont en train de te poser. Je prends la question relative à l'homosexualité, il ne faut pas peur de le dire. La question relative à l'euthanasie, la question relative au clonage, ce sont des questions aux organismes génétiquement modifiés. Est-ce qu'on est obligé de se poser des questions ou bien est-ce qu'on est obligé de suivre? L'autre, troisième question, pour vous citer, la possession de la raison ne suffit pas. Il faut critiquer libre, mais capable de libérer. C'est pour reprendre vos mots. Capable de libérer. Aujourd'hui, en tant que jeune, en tant qu'étudiant, en tant que leader, on est libre, mais est-ce qu'on est capable de libérer l'autre pour lui donner la chance d'être autonome, pour lui donner la chance de critiquer, pour ne pas le blâmer? Et si on critique, quelle est la frontière entre critiquer jusqu'à ce qu'à être exclu d'un système? Est-ce que critiquer, ça ne perd pas d'autres valeurs? Valeur d'autonomie, valeur de courage, valeur d'influence. Ce sont ces questions que je voulais poser. Je n'ai pas de réponse. Bon, peut-être les réponses seront un peu, peut-être longues, mais pour ne pas raviver, peut-être prendre le temps aux élèves, c'est juste peut-être si ce n'est pas possible, on peut peut-être, en attendant que le coordinateur vous invite, donc à une réflexion donc, plus poussée entre leaders, entre intellectuels. Mais je pense que nous, en tant qu'acteurs de développement, nous avons besoin d'avoir des réflexions sur ces questions pour pouvoir aussi pas diriger les gens, mais accoucher les esprits, pour reprendre les mots que vous avez bien utilisés. Merci. Et en attendant, peut-être avant de clôturer, c'est de remercier l'équipe qui est ici, qui coordonne l'activité, mais moi en tant que responsable du pôle formation, remercier Madiao, Abdoulaye Diaw. Et là, nous sommes là à l'écoute pour peut-être recevoir des propositions, pour un tout petit peu apporter notre contribution afin d'organiser ce type de réflexion, je dirais, mais de ce type d'activité. Merci. Merci. Des gens aussi perspicaces et aussi pointus dans le questionnement. Je devrais, avant de piper mou, d'abord prendre information sur les gens qui sont à côté de moi. Je devrais le faire. Malheureusement, je n'ai pas pu le faire. Et voilà des questions qui me tombent sur la tête comme des couperets. Et sans doute, j'aurai des mots de tête. Juste après. J'ai bien aimé, vraiment. J'adore vos interventions chez Diop et Jérôme. Vraiment. Et je commencerai par Jérôme, vraiment.
Je commencerai par Jérôme. J'ai bien aimé la façon dont vous avez actualisé vos interventions relativement à la philosophie dont je suis l'ambassadeur. Ok, et par rapport effectivement aux pratiques que vous faites, au travail que vous faites par rapport effectivement à l'entreprise, à la vie de l'entreprise, etc. J'ai bien aimé cette... voilà, c'est cela. Alors, je pense, pour aller directement au but, pour un peu Jérôme par rapport à votre intervention, je pense que le mot influenceur, et je pense que vous l'avez même dit en filigrane, que le mot influenceur a un sens péjoratif. Et la philosophie ne surfe pas sur ça. Je préférerais plus le mot provocateur pour qualifier le philosophe. Provoquer quelqu'un, c'est le piquer. J'ai utilisé le verbe tout à l'heure. Le piquer pour qu'il comprenne ce qui se passe et qu'il puisse se débrouiller lui-même par ses propres efforts. Parce que dans l'influence, celui qui est influencé est obligé de suivre. De suivre sans se donner l'occasion de se demander mais qu'est-ce que je suis? Où ça me mène? Quelles sont les conséquences, etc. On a comme l'impression qu'il suit aveuglément, sans pour autant se poser ces questions-là. Alors qu'en réalité, quand vous êtes la philosophie en tant que telle ne surfe pas sur ça. Parce qu'à chaque fois que vous posez un acte, vous devrez au préalable le faire après réflexion, le faire après analyse, pour voir est-ce que ce que je suis en train de faire, je dois le faire, et quels sont les résultats auxquels mon acte va aboutir, en attendant de faire quoi que ce soit. Donc je préfère plus le terme provocateur, et tous les philosophes pratiquement sont des provocateurs. C'est-à-dire amener l'individu à prendre conscience de la situation dans laquelle il se trouve et de faire en sorte que cette situation soit améliorée si elle n'est pas des meilleures, ou sortir de cette situation si elle n'est pas des meilleures. Je pense que c'est ça le rôle qui est dévolu aux philosophes. Mais suivre à l'aveuglette, suivre parce que la foule l'a fait, suivre parce que le troupeau l'a fait, suivre parce que c'est ce qui se fait par la majorité, c'est ce qui se fait souvent. Le philosophe, à mon avis, ne s'inscrit pas dans ce cadre-là. Et si à chaque fois que d'ailleurs, vous voyez, le philosophe, il est aux antipodes, il est un peu parfois en déphasage avec ce qui se passe, en déphasage avec ce que le groupe majoritairement fait. Et c'est pourquoi ça lui a valu ce que lui a valu. À chaque fois, le philosophe, vous le voyez, il est un peu à l'écart, il est un peu marginalisé, soit il se marginalise lui-même, soit il est marginalisé. Parce qu'il ne suit pas ce que les gens font souvent. C'est à l'image du prophète d'ailleurs. C'est à l'image des prophètes d'ailleurs. À chaque fois que vous êtes porteur d'une nouvelle idée, vous êtes porteur de nouvelles valeurs, vous êtes porteur de nouveaux archétypes, vous avez une autre vision différente de la vision du groupe, et que vous voulez tracer une nouvelle voie pour les gens. Vous voulez leur dire attention, évitez l'effet du groupe, évitez l'effet boomerang. En réalité, il y a une autre voie meilleure que celle que vous avez empruntée. Venez sur la voie de la lumière et laissez celle de l'obscurité ou de l'obscurantisme, ou de l'ignorance ou de l'illusion. Vous avez tendance effectivement à jouer un rôle véritablement de philosophe. Et ce n'est pas parce que vous n'êtes pas souvent à l'aise. D'ailleurs, les gens ne vous laissent pas, parce que dès que vous êtes porteur d'un projet alternatif, d'un projet de société, dès que vous mettez en avant une autre vision différente de celle de la majorité, effectivement, vous attirez des envies. Vous attirez des foudres de la majorité. Le philosophe est plus provocateur, il est plus éveilleur de conscience. Éveilleur aussi. Il veille, mais il veille aussi sur les consciences. Victor Cousin disait que le philosophe est le fonctionnaire des âmes. Il fait fonctionner les âmes, il les fait évoluer, et il fait en sorte que l'âme de l'homme ou la conscience de l'homme puisse avoir les yeux ouverts et puisse savoir quoi faire, comment le faire et quel est le résultat auquel je vais aboutir. Donc c'est dans cette dynamique de provocation, j'allais dire de susciter un tout petit peu l'envie, de susciter le goût, de susciter un petit peu cette volonté de faire, de piquer un peu l'individu pour que celui-ci puisse
éveiller en lui cet effort, cette volonté de faire, cette volonté d'entreprendre, effectivement, pour effectivement que sa situation change ou que la situation nationale, ou que la situation de ses concitoyens change. Et c'est ça véritablement le rôle du philosophe. Ce n'est pas quelqu'un qui dort, ce n'est pas quelqu'un qui est enfermé dans sa tour d'ivoire, c'est quelqu'un qui est dans la société, qui agit dans la société, qui est, j'allais dire, un porteur de voix, qui est un porte-étendard, qui à la limite est un entrepreneur de l'esprit. Faire en sorte que l'esprit soit dans les conditions optimales pour pouvoir savoir quoi faire, comment le faire et effectivement pouvoir prédire ce que demain sera. Et je pense que c'est dans cette perspective-là, moi, que j'inscris véritablement le philosophe et non pas dans un suivisme obscurantiste. Et vous avez parlé tout à l'heure des effets pervers, disons, que nous vivons et qui émanent, j'allais dire, comment dirais-je, des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Nous avons des élèves, nous avons des jeunes, nous avons toute une population qui converge, qui fait une ruée vers effectivement ces moyens-là et qui les utilisent d'une façon qui montre qu'ils sont en train, à mon avis, d'être esclaves, d'être prisonniers de ces nouvelles technologies-là. Que nous sommes devenus des victimes, c'est parce que nous suivons, c'est parce que nous copions, c'est parce que nous recopions. Et c'est ça, entre petit peu, les effets pervers de la mondialisation. C'est vrai que les techniques de l'audiovisuel ont fait un link, ont fait du monde un village planétaire. Mais ce qui se perd, c'est l'uniformité de cette vision-là. En réalité, les singularités vont se perdre, les identités singulières vont se perdre, les spécificités culturelles et habituelles vont se perdre. La philosophie est contre ça. Elle voudrait effectivement que je parle avec l'autre, que j'aille vers ce que l'autre a et que moi je n'ai pas, que je puisse le prendre, que d'aller vers l'autre, de découvrir ce que Martien Toit appelle les armes miraculeuses. C'est vrai, la technique, la science, mais elles sont merveilleuses. Elles ont permis à des pays de se développer, à des civilisations de connaître un boom extraordinaire, c'est vrai. Mais pour autant, est-ce que je dois prendre tout ce que l'autre me donne? Est-ce que je dois aller à ce rendez-vous de recevoir sans apporter quelque chose? Est-ce que je ne dois pas m'enraciner dans mes valeurs culturelles avant de manipuler l'ordinateur, avant de manipuler le portable, avant d'aller vers les réseaux sociaux? Avec quel regard, avec quel esprit, avec quelles conséquences dois-je consulter les réseaux sociaux? Avec quoi? Beaucoup de choses, je ne peux pas interdire ce qui se fait et ce qui se dit à travers les réseaux sociaux. Mais moi, consommateur, moi, regardeur, moi, scruteur, et qu'est-ce que je dois faire? Dois-je prendre tout? Dois-je consommer tout? Dois-je vibrer au diapason de l'actualité et oublier complètement ce que moi, j'ai d'authentique, j'ai de culture? Et cette crainte que je suis en train de postuler, mais la Grande Réelle l'avait déjà postulée dans l'aventure ambiguë de Cheikh Hamidou Kane. L'école où je pousse nos enfants tuera en eux ce que nous aimons et conservons à juste titre. Ils iront à l'école des Blancs, c'est vrai. Ils apprendront, c'est vrai, mais ils oublieront. Ce qu'ils oublieront vaut-il mieux que ce qu'ils apprendront? Ce qu'ils apprendront vaut-il mieux que ce qu'ils oublieront? Cette crainte a déjà été mise en évidence par la Grande Royale. C'est la même conviction qui m'anime aujourd'hui, en réalité. C'est pourquoi je pense que c'est ça, quelque part, le rôle de la philosophie. Et cette réflexion, c'est une réflexion permanente que fait la philosophie par rapport à ce qui se passe, par rapport à la réalité. Le philosophe est un sociologue. Ce n'est pas quelqu'un qui est enfermé dans sa tour d'ivoire. Ce n'est pas quelqu'un qui est détaché complètement de la vie pratique. C'est quelqu'un qui est dans la vie pratique, qui vit la vie pratique, qui essaie d'orienter les gens, de leur dire comment vivre la vie. Parce que la vie aussi, il ne faut pas la vivre n'importe comment. En réalité, nous sommes prisonniers, nous sommes victimes. Nous sommes transformés sans que nous ne prenions conscience de cette transformation. Et le rôle de la philosophie, c'est de tirer la sonnette d'alarme, c'est de frapper à la porte, de dire aux gens, attention, arrêtez, regardez, revisitez ce que vous faites, revoyez ce que vous êtes, qui vous êtes et pourquoi vous faites ce que vous faites. Et je pense que c'est ça véritablement, dans cette perspective-là, à mon avis, qu'il faut, à mon avis, inscrire la philosophie. Et c'est par ricochet, rapidement pour terminer sur ce que Jérôme a dit tout à l'heure, ce qui est relatif à l'euthanasie, au clonage, à la fécondation in vitro, à d'autres pratiques que sciences et techniques nous ont offertes et qui nous ont soulagés quelque part. Hein. Il ne faut pas occulter, encore moins l'édulcorer, mais qui posent des problèmes d'ordre éthique et sur lesquels la philosophie devrait véritablement intervenir.
Ce n'est pas parce que ce qui est techniquement possible, est-ce que ça va être moralement réalisable? Ce qui est techniquement possible de faire, est-il philosophiquement réalisable? Et je pense que cette question éminemment philosophique, la philosophie se la pose, et pose ça aussi aux pratiquants de la science et aux utilisateurs des produits et des techniques et des objets de la science. Et je pense que c'est ça véritablement ce que la philosophie par rapport, comment dire, il est vrai qu'elle ne peut pas construire des routes, il est vrai qu'elle ne peut pas guérir des maladies. La philosophie, M. Jérôme, ce n'est pas elle qui fait l'euthanasie, ce n'est pas elle qui fait le clonage, ce n'est pas elle qui fait l'hyménographie, ce n'est pas elle qui fait la chirurgie esthétique. Le philosophe n'est pas un médecin, il n'est pas un technicien en réalité. Mais qu'est-ce qu'il fait? Quel est son rôle dans tout ça? C'est quelqu'un qui regarde les choses se faire. C'est vrai, il n'en est pas l'auteur, mais il n'est pas non plus spectateur. Il n'en est pas acteur, mais il n'est pas non plus suiviste. Et comme il ne l'est pas, il est obligé d'amener les gens vers son camp pour leur dire attention, ne réagissez pas, agissez avant qu'il ne soit trop tard. Et conscientiser les gens. Et là, c'est pourquoi elle agit sur la conscience de ceux qui guérissent des maladies, de ceux qui construisent des routes et des ponts, des gens qui sont dans les entreprises et qui mettent en avant, à mon avis, une méthode de travail et l'éthique dans le travail. Je pense que c'est le rôle de la philosophie aussi, à mon avis, de mettre l'accent sur ça. La philosophie est-elle de l'égocentrisme? Vous l'avez mentionné dès le début de votre propos. Le philosophe est-il égocentrique? Je ne le pense pas. C'est-à-dire, pourquoi j'ai commencé par ça? C'est que toute pensée, Jérôme, est une pensée qu'on fait à partir de soi-même. Vous-même, si vous avez voulu, si dans votre entreprise, vous voulez, je ne sais pas, vous voulez mettre en avant une nouvelle méthode de travail, et vous êtes obligé d'être dans votre bureau, d'imaginer la solution. Vous êtes obligé d'être seul, avec vous-même d'abord. C'est-à-dire la pensée philosophique, elle doit être solitaire d'abord. Le fait qu'elle est solitaire ne veut pas dire que ça renvoie le philosophe à un égocentrisme. Cela ne veut pas dire ça. Ça veut dire juste que vous êtes obligé d'abord de penser par vous et pour vous, avant d'extérioriser la pensée ou ce que vous avez pensé vers d'autres horizons extérieurs. C'est ça véritablement. Mais la philosophie en tant que pensée, en tant que pratique de tous les jours, elle promeut la solidarité, le partage, l'ouverture d'esprit, pour faire face aux multiples situations de la vie. C'est ça, c'est pourquoi la philosophie. Mais ce n'est pas de l'égocentrisme, encore moins de l'égoïsme. On a besoin toujours de penser par soi-même. Voilà. Mais cet enfermement aussi n'est pas de l'égoïsme. C'est juste une façon provisoire de procéder dans la réflexion. Après, maintenant, on est obligé de partager. Voilà, on est obligé de partager. Je suis dans mon bureau, je fais cours, je réfléchis sur ce que j'ai à faire. Il faut que je pense par moi-même et pour moi-même. Je ne peux pas faire appel à l'autre en disant que penser pour moi. Je suis obligé de penser par moi-même. C'est ça. C'est ce qu'on appelle ces relations réflexives. Ce rapport de soi à soi, c'est un point de départ. C'est le premier pas que le philosophe doit franchir. Après, maintenant, une fois que la pensée a fini de s'élaborer intérieurement, ce que Jean-Paul Sartre appelle l'intérieur subjectif du sujet pensant, il y a maintenant intersubjectivité. Il y a une subjectivité intérieure, mais il y a en même une intersubjectivité. C'est pourquoi quand je pense, c'est vrai que je pense par moi, mais je pense pour les autres. Je pense pour les autres. C'est pourquoi Jean-Paul Sartre même dit dans ses énergies, quand je choisis, non seulement mon choix m'engage, mais engage l'humanité tout entière. C'est pourquoi il y a de la subjectivité certes au départ, mais il y a de l'intersubjectivité à la fin. C'est ça, c'est ce que je voudrais juste vous dire par rapport à ça. J'en viens maintenant à Madjao. Et j'ai un élève qui s'appelle Madjao Djao, dans une terminale L'. Non, vous êtes Diop, mais j'ai un élève qui s'appelle Madjao Djao, dans une école privée et dans une classe de terminale L'. Madjao Djao, c'est pas ce Madjao Diop, celui-là c'est Madjao Diop. Madjao Djao que j'ai en classe, c'est un monsieur très pédant, très dilettant, parfois voulant les gros mots, et je lui balance souvent des sous-moyennes pour lui dire que la philosophie n'est pas du dilettantisme, ce n'est pas du pédantisme. Le plus grand philosophe, en fait, celui à qui on prête cette étiquette-là, qui s'appelle Socrate, était ennemi du pédantisme et du manque de modestie.
Si même quelqu'un venait à lui pour que Socrate les présentât à des philosophes, Socrate pourtant il est philosophe, mais il allait présenter ces messieurs-là à d'autres en leur disant que voilà les philosophes, moi je ne suis pas philosophe, je suis un amoureux de la sagesse. Je pense que Madiaou, il y a quelque chose qui nous, du point de vue approche, qui nous distingue un peu. Mais il y a quelque chose quand même qui nous réunit quelque part. C'est que quand j'ai dit que le mot philosophie est un mot très usité, ok, on l'a tellement utilisé appliqué à d'autres réalités que le terme a fini par perdre son sens original. Le terme a été galvaudé, voilà ce que je voudrais dire. Et nous, quand nous enseignons la philosophie en classe, nous enseignons la philosophie en tant que matière, en tant que discipline, en tant que spécialité. Nous ne parlons pas, vous, la philosophie que vous parlez en tant que chef d'entreprise, c'est une vision, une manière de procéder, une manière de manager, une manière de conduire, une manière vraiment de faire. J'ai dit, si toutes les manières de faire, vous savez, si un entraîneur de football était là aussi, il aurait pris la parole sans doute. Il aurait fait la même chose, il aurait fait la même remarque. Même si un entraîneur, donc, si toutes les manières de faire, tous les procédés, toutes les manières de manager, que ce soit une équipe dans l'entreprise ou une équipe au terrain, si toutes ces manières-là étaient appelées philosophie, bon, je me demande, les gens vont se dire, mais on se réfère à quoi? On se réfère à quel mot? Ce que je veux dire, monsieur Madiaou Diop, c'est que les choses soient normées. D'où l'intérêt en philosophie de conceptualiser. C'est-à-dire de normer les mots, de les normer. De normer que, voilà, si on laisse libre cours à chacun d'utiliser un mot où il veut, quand il le veut, on finira par ne plus savoir à quel mot se vouer, à quel mot danser, quoi, en réalité. Là où maintenant je vous rejoins, et vous avez cité Pierre Hadot, là où je vous rejoins maintenant, c'est le contexte maintenant. Le contexte. Même les philosophes. Le contexte dans lequel les anciens philosophes et faisaient de la philosophie une théorie, une spéculation. Pourtant, ces temps-là sont dépassés. Ces temps-là sont dépassés. Le temps où la philosophie était seulement spéculation, théorie, réflexion complètement désintéressée. Cette vision-là, elle est complètement, cette façon de voir la philosophie, elle est complètement dépassée. Maintenant, on est dans un contexte où c'est un contexte où on est obligé, ok, de débrancher la philosophie là où elle a été branchée et de la rebrancher dans des réalités pratiques, ok, parce que la vie a complètement changé. Ok, on est obligé maintenant, nous, quand on dirige une entreprise, effectivement, de faire appel à ce qu'on pourrait appeler philosophie pour réfléchir sur la manière dont fonctionne l'entreprise et comprendre que l'entreprise vit dans un contexte mondialisé, dans un contexte de compétition où c'est la survivance du plus apte. C'est l'entreprise la plus compétitive survie. Alors là, on est obligé de faire usage d'une certaine magnanimité philosophique et d'une dextérité qui va montrer que, à l'enjeu, moi je comprends l'enjeu où se trouve mon entreprise, je serai obligé de mettre en œuvre un certain nombre de procédés pour pouvoir effectivement réussir la mission. Voilà, donc tout est contexte. Voilà, tout est contexte. Voilà, tout est contexte maintenant. Tout est contexte maintenant. Alors, j'ai dit à mes élèves que moi, la façon même dont on m'a enseigné la philosophie, c'est de cette manière que j'enseigne la philosophie à mes élèves. Il m'arrive d'ouvrir mon cahier de philosophie lorsque je vais. La philosophie, elle est une pensée libre. D'accord? Mais elle doit libérer. Elle est là pour libérer. Parce que, mais sinon, le fait qu'elle soit libre, mais ça n'a pas de sens. Parce que pour que vous libériez quelque chose ou quelqu'un, il faut que vous-même vous soyez libre. Donc, et vous savez qu'il y a beaucoup de chaînes, beaucoup d'emprisonnement. Nous sommes emprisonnés, nous sommes prisonniers de beaucoup de choses dans la société dans laquelle nous sommes. Les merveilles de la science nous emprisonnent. Les effets de la science nous emprisonnent. Les merveilles de la science nous emprisonnent. Ce qui est nouveau, ce qui est fait nous emprisonne. Ok? Mais on est obligé
de se libérer de briser les chaînes de la servitude. Surtout, ce qui est le plus grave, Jérôme, c'est que ce qui nous enchaîne notre esprit. C'est notre esprit qui est enchaîné. C'est notre esprit qui est aliéné. Et cette aliénation-là, il faut qu'on la fasse disparaître. Sinon, on sera déshumanisé, dépersonnalisé. Vous pensez que l'homosexuel a une dignité humaine? Je ne le pense pas. Contrairement à ce que les gens disent. Pour moi, l'homosexuel n'a pas une dignité humaine parce qu'il ne répond pas à sa dignité ontologique. Et ce sont des pièges que les gens nous balancent. Ce sont des pièges. Pour moi, ce sont des pièges. Que notre rapport avec l'extérieur, on est obligé de voir, attention, qui sommes-nous? Et ça. Quand on a créé l'homme, c'est pour une femme. Quand on a créé la femme, c'est pour un homme. C'est ça la dignité ontologique. Donc, est-ce que par exemple, on me dit, quand on m'a dit que j'avais froid au dos, moi, j'avais froid au dos quand on m'a dit qu'il y a des gens qui veulent aller en France ou qui veulent aller à l'extérieur, ils vont dans les embrouilles que moi je suis homosexuel, on m'interdit d'exercer, de vivre mon homosexualité, il faut qu'on me donne un billet pour que j'aille à l'extérieur. Il y a même des gens qui sont à l'extérieur, qui veulent avoir des papiers qui n'en ont pas, qui disent que ouais, je suis homosexuel. On est dans quel? On est quoi? On est qui? On fait quoi? Mais dans ces genres de choses, on a besoin de la philosophie. C'est à ce moment précis qu'on a besoin de la philosophie. Parce que les gens sont éparpillés. Les gens se sont égarés. Les gens se sont égarés. Et ce n'est pas pour rien que Kierkegaard dit, Heidegger dit, le philosophe est le berger de l'être. Le philosophe, c'est le berger de l'être. Le berger, les gens savent ce que c'est qu'un berger. Le berger, il court de gauche à droite pour que les brebis qui peuvent s'égarer soient ramenés à la troupe. Parce que quand une brebis s'égare, boy bu àndul ak boy yéday bootul dina ànd ak leneen bu dajee till bootul dootu ko doole bu dajee nit ku xaw a jubadi bootul dana cere la koy def cere baase la koy def. Donc le philosophe est le berger de l'être. C'est pourquoi il doit orienter, canaliser les gens, leur faire comprendre que voilà ce qui répond à votre dignité. Regardez ce que nous portons, même ce que nous portons, ça n'a absolument rien à voir avec notre réalité, nos réalités socioculturelles. C'est ça le problème. Donc il faut qu'on revienne à soi. Je peux m'ouvrir à l'autre, mais attention, je ne dois pas tout prendre de lui. Je dois respecter la différence culturelle, mais est-ce que je dois tout accepter au simple fait que je dois respecter l'autre? Non. Le respect doit être mutuel. C'est ça ce que je veux. Donc la philosophie, elle libère, elle est une pensée libre, mais elle est une pensée libératrice de nos angoisses, de nos maux, de nos problèmes, de nos difficultés, et elle doit nous orienter pour que nous sachions où mettre les pieds. Je suis dans enjeu, finalité et perspective philosophique. Moi, la fonction libératrice de la philosophie. Moi, le sujet de l'année dernière. La tâche du philosophe, c'est quoi? Et à notre époque, de délivrer l'homme de ses angoisses profondes. Et nous sommes aujourd'hui plus que angoissés. Il y a deux choses qui peuvent nous sauver. C'est la philosophie et la religion. Parce que c'est elles qui nous ramènent aux valeurs. C'est elles qui doivent nous réconcilier avec nous-mêmes. Et aucune religion révélée ne cautionne l'homosexualité. Parce que l'homosexualité, c'est le divorce du masculin avec le masculin. L'homosexualité, c'est le divorce du masculin avec le masculin. Lesbienne, c'est le divorce du féminin avec le féminin. C'est angoissant. Et cette angoisse, on a besoin de s'en libérer. Qui peut nous en libérer? Qu'est-ce que ces connaissances-là, ces pratiques-là, ces croyances-là qui nous ramènent à nous-mêmes, qui nous demandent, les hommes, réconciliez-vous avec vous-même, réconciliez-vous avec les valeurs. Parce que l'homme, c'est les valeurs. Et à notre époque, il y a plus de problèmes que de solutions. Nous sommes exposés.
nous sommes tous exposés. La jeunesse est exposée, la jeunesse. Elle est foncièrement exposée. Il faut qu'elle ait des repères. Malheureusement, les repères sont perdus. Il y a une crise morale, il y a un désastre moral, il y a une bombe d'anxiété qui s'abat sur nous. Et si on n'y prend pas garde, elle va exploser. Elle va exploser cette bombe-là. Et c'est à la philosophie et à la religion de désamorcer la bombe d'anxiété, de libérer l'homme de cette angoisse, de désamorcer la bombe. Et je termine sur ça. C'est pourquoi un philosophe du nom de Maurice Merleau-Ponty disait que la philosophie calme la conscience malheureuse, répond aux déchirements et aux inquiétudes de l'homme en lui apportant satisfaction et paix profonde. Si on veut avoir une paix intérieure, si on veut avoir la paix avec nous-mêmes, avec soi, il faudrait qu'on retourne aux valeurs. Il faudrait qu'on retourne aux valeurs. Et nous sommes dans un monde où il y a beaucoup de pièges. Et il faut faire tout pour ne pas tomber dans ces pièges-là. Vous savez, M. Jérôme, c'est le suivisme. C'est un piège. J'ai vu faire, je fais. Il y a beaucoup d'élèves qui fument, beaucoup de jeunes qui fument parce qu'ils ont vu fumer. Il y a beaucoup de jeunes qui se prostituent parce qu'ils ont vu se prostituer. C'est le suivisme. C'est l'influence. Et qui est mauvaise d'ailleurs. On ne peut plus éduquer nos enfants. Même à la télé, ce qu'on voit, nous sommes dans une société de consommation. On consomme tout. Ce que nous regardons est mauvais. Ce que nous mangeons est mauvais. Ce que nous écoutons est mauvais. Ce que nous touchons même est mauvais. Même notre langage est violent. Même notre langage est violent. À la télé, il y a des séries qui sont des séries qui sortent et qui sont où le message est érotiquement chargé. Érotiquement chargé. Et pourtant, on les suit. On s'en affole. On s'en raffole, j'allais dire. On s'en raffole, j'allais dire. C'est ça, ce que la philosophie tire la sonnette d'alarme pour dire. Même notre langage est violent.